Avocat, avez-vous déjà défendu une cause que vous espériez secrètement perdre? Et pourquoi? J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats dont le client principal, pendant un temps, était un investisseur immobilier. C'était le pire crétin que j'ai jamais rencontré. Son stratagème favori consistait à acheter des propriétés en difficulté pour les rendre volontairement inhabitables. Ensuite, il les vendait à crédit à des personnes qui n'avaient pas d'autre moyen d'accéder à la propriété. Il attendait que l'acheteur rénove le bien à ses propres frais, puis il trouvait un prétexte fallacieux pour saisir la maison, la récupérer et la revendre plus cher. Comme vous pouvez l'imaginer, cette pratique est totalement illégale et lui a valu de nombreuses poursuites judiciaires. Tenter de défendre cet individu indéfendable contre les familles qui l'avaient arnaqué était un véritable cauchemar. Mais à l'époque, j'avais désespérément besoin de ce travail. Nous l'avons finalement renvoyé de notre liste de clients lorsqu'il a cessé de payer ses factures. J'espère sincèrement qu'il finira derrière les barreaux ou en faillite. Histoire suivante. Mon ami est avocat, spécialisé dans les dommages corporels. Il m'a raconté comment il a volontairement empêché son propre client de s'enrichir malhonnêtement. Ce dernier tentait d'utiliser son enfant pour toucher une grosse somme suite à un accident de voiture. Non content d'emmener son fils aux urgences, il l'a ensuite emmené chez un chiropracteur, essayant de faire croire que l'enfant était gravement blessé. Petit conseil, les enfants ne subissent que très rarement les mêmes blessures au tissu mou que les adultes. Mon ami a mené les négociations et a obtenu l'indemnité maximale possible pour l'enfant. Son client n'a réalisé qu'après avoir tout signé que la majeure partie de l'argent serait consignée au greffe du tribunal et ne reviendrait à son fils qu'à ses 18 ans. L'homme est entré dans une colère noire et mon ami lui a simplement répondu « Je croyais que c'était ce que vous vouliez. J'ai obtenu une très belle somme pour les blessures de votre enfant. » Histoire suivante. Je suis avocate associée en droit de la famille, je ne peux donc pas encore choisir tous mes clients. J'ai eu un dossier où les deux parents étaient de terribles héroïnomanes. Je représentais la mère, mais en réalité, je ne souhaitais qu'aucun des deux n'obtienne la garde. Les services sociaux avaient été alertés, mais n'avaient pas jugé la situation assez grave pour retirer l'enfant. J'ai donc contacté une consoeur en secret. Ensemble, nous avons élaboré une stratégie pour qu'elle représente les grands-parents, afin qu'ils puissent intervenir et demander la garde. Cela a fonctionné. L'enfant vit maintenant avec sa grand-mère et se porte beaucoup mieux. Les parents, eux, sont toujours toxicomanes. Prochaine histoire. J'ai défendu une entreprise qui avait recruté une partie de ses employés grâce à un système d'intéressement aux bénéfices. 5 ans plus tard, alors que les primes devaient enfin être versées, la direction a tenté de modifier unilatéralement la définition du mot « profit » dans les contrats de travail, afin de pouvoir prétendre qu'aucune prime n'était due. Je n'ai été ni surpris ni mécontent lorsque le juge a signifié à nos clients que leurs arguments étaient absurdes et les a déboutés. Histoire suivante. Pas tout à fait, mais j'ai mené un procès au pénal où j'ai obtenu un verdict de culpabilité. Après l'annonce du verdict, l'accusé est venu me voir pour me dire que j'avais fait un excellent travail et qu'il m'avait trouvé très bon durant le procès. C'était un moment difficile, car on préférerait parfois que l'accusé soit en colère contre nous. Cela rendrait son envoi en prison plus facile à gérer. Cet homme assumait pleinement ses actes. Sa mère était présente dans la salle. Cela m'a laissé un sentiment très étrange. Suite, pas vraiment. Si, pour une raison ou une autre, je ne supporte pas quelqu'un, je refuse de prendre son dossier. Dès que je représente une personne, je commence instinctivement à m'identifier à sa version des faits. Il existe un mécanisme psychologique qui fait qu'une fois qu'on prend position, on se donne beaucoup de mal pour la justifier, tant à ses propres yeux qu'à ceux des autres. C'est un biais dont il faut être conscient pour évaluer objectivement les risques pour son client, car on a tendance à surestimer ses chances de gagner. D'ailleurs, les meilleurs avocats se font naturellement l'avocat du diable pour chaque argument,
qu'ils soient d'accord ou non avec la position. Pour être un bon avocat, il faut être capable de défendre fermement les deux côtés d'une affaire. Après tout, notre rôle n'est pas de découvrir la vérité, mais de convaincre un jury que notre version des faits est la bonne. Histoire suivante. En 2017, un tueur en série a assassiné un homme très connu dans notre ville. Cette victime tenait un restaurant et était appréciée de tous. C'était quelqu'un de bien. Environ 6 mois après son meurtre, une femme s'est présentée à mon cabinet, affirmant que la maison du défunt lui appartenait. Retour en arrière d'environ 20 ans. Ma cliente et la victime avaient acheté une propriété ensemble. Leurs deux noms figurent sur le titre de propriété. Peu après, ils se sont séparés et elle a abandonné la maison, la laissant en ruine. La propriété était même sur le point d'être saisie. La victime, qui n'avait plus eu de contact avec ma cliente depuis 15 ans, a remboursé seule l'intégralité de l'hypothèque et a tout rénové. Aujourd'hui, les héritiers de la victime poursuivent ma cliente, qui réclame la moitié de la maison. S'il y avait une justice, cette maison leur reviendrait entièrement. Pour résumer, une maison valant 600 000 $ et pour laquelle elle n'a rien fait pourrait légalement lui revenir, simplement parce qu'un tueur en série a assassiné l'autre propriétaire. C'est une personne horrible. Cette affaire me donne envie de quitter le cabinet. Suite, je ne suis pas avocat, mais j'ai été chauffeur de VTC. Un soir, j'ai conduit un groupe d'avocats dans un club. L'un d'eux m'a parlé d'une affaire qu'il avait traitée plus tôt dans l'année en Afrique du Sud. Son client était jugé pour meurtre. Apparemment, l'accusé était un monstre et personne ne doutait de sa culpabilité. Durant le procès, il était enchaîné à sa chaise et portait un masque, à la manière d'Hannibal Lecter. Le travail de l'avocat était d'essayer de le faire acquitter. Il m'a dit qu'il ferait tout son possible pour gagner, mais qu'il priait Dieu, quel qu'il soit, pour qu'il perde. Son client a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'avocat était soulagé, mais a tout de même changé de cabinet peu de temps après. Suite, cela n'arrive pas souvent, mais quand c'est le cas, c'est généralement parce que le client n'a pas suivi mes conseils. Le plus souvent, il pense pouvoir sauter une étape cruciale d'une transaction pour économiser de l'argent ou du temps. Dans ces cas-là, j'espère que sa négligence se retournera contre lui. Parfois, c'est le cas. D'autres fois, il s'en sort sans aucune conséquence. On gagne parfois, on perd parfois. Mais si un client ne paie pas sa facture, j'espère secrètement qu'il se retrouvera dans une situation où il réalisera soudainement ma valeur. Autrement dit, j'espère qu'il aura de nouveau besoin de moi et qu'il devra payer d'avance. D'ailleurs, si un client a des exigences déraisonnables, je facture chaque minute passée sur son dossier. Certains paient pour avoir le privilège d'être des imbéciles. Histoire suivante. Je ne suis pas avocat, mais étudiant en droit. Mes professeurs sont tous deux d'anciens procureurs. Ils nous ont expliqué que beaucoup d'avocats, surtout dans le milieu pénal, traitent des affaires qu'ils n'aiment pas ou qu'ils espèrent perdre. Par exemple, un avocat commis d'office qui défend un auteur d'agression sexuelle espère sincèrement que son client perdra. Les avocats commis d'office ont vraiment l'un des métiers les plus difficiles du système judiciaire. On vous charge de défendre l'indéfendable et, bien souvent, un public mal informé vous associe au crime de votre client. De nombreux avocats de la défense espèrent tellement que leurs clients perdront qu'une victoire pour eux consiste simplement à obtenir un accord de plaidoyer qui, bien que favorable, les envoie quand même purger une peine. Aux États-Unis, le rôle de l'avocat de la défense est de garantir la protection des droits de l'accusé. Du côté de l'accusation, il arrive aussi que le procureur, poussé par la pression du public à engager des poursuites dans une affaire peu solide, espère secrètement que l'accusé sera finalement libéré. Donc oui, certains avocats veulent perdre. Sauf, bien sûr, s'ils sont payés au résultat, auquel cas ils veulent absolument gagner. Histoire suivante, je suis stagiaire dans un bureau de la défense publique. On rencontre souvent ce genre de cas.
Il y a des clients insupportables qui mentent à leur avocat, désobéissent à des instructions claires, s'emportent au tribunal, demandent à changer d'avocat sans raison valable ou déposent des plaintes frivoles contre nous au barreau. Et puis, il y a des clients plutôt sympathiques, mais qui sont clairement coupables et dangereux pour leur entourage. Ceux qui ont la gâchette facile, les braqueurs, les prédateurs. Les avocats se battent comme des fous pour ces clients, comme leur devoir l'exige, mais ils dorment aussi très bien la nuit où ces derniers sont reconnus coupables et envoyés en prison. Il y a un homme pour lequel je travaille actuellement qui risque une peine allant de 25 ans de prison à la perpétuité réelle. Et même si je vais faire de mon mieux pour que toutes les procédures soient respectées afin qu'il bénéficie du procès équitable qu'il mérite, je m'attends à ce qu'il finisse en prison et, honnêtement, je n'en serai pas triste. C'est une façon positive de voir les choses. Soit je fais parfaitement mon travail et je suis un excellent avocat, soit une personne horrible est mise hors d'état de nuire pour longtemps. Dans les deux cas, c'est une victoire. Histoire suivante, j'ai défendu un homme accusé de possession de méthamphétamine dans 2 affaires distinctes. L'affaire semblait jouée d'avance. Il avait été arrêté par le même policier, au même endroit, et avait fait les mêmes aveux. Avec ses antécédents, il risquait au moins 2 peines de prison consécutives de 10 ans chacune, soit un total de 20 ans. Pourtant, j'espérais secrètement qu'il serait acquitté, car A, c'était une peine absolument insensée pour une si petite quantité de drogue. B, c'était un vétéran blessé au combat. Et C, il était relativement jeune et devait utiliser une poche de colostomie. Mon horrible patron ne m'a pas autorisé à négocier une peine plus clémente. L'accusé a donc été jugé et rapidement reconnu coupable. Le pire, c'est qu'à la lecture du premier verdict, il a lâché un pet long et bruyant. C'était le son le plus triste que j'ai jamais entendu. Il a finalement écopé de 10 ans de prison au total, car le juge a prononcé des peines concurrentes et non consécutives. Après cela, mon cabinet m'a réprimandé pour ne pas avoir insisté auprès du juge pour que les peines soient purgées l'une après l'autre. Suite de l'histoire, un avocat spécialisé en droit de l'immigration a représenté un client dont le visa avait été annulé après une condamnation pour agression sexuelle sur l'enfant de son ex-partenaire. Dans mon cabinet, en tant qu'avocat junior, je n'étais pas en position de refuser des dossiers, car les associés seniors se seraient énervés. Nous avons fourni plusieurs évaluations de risque qui estimaient toutes qu'il présentait un risque de récidive très faible et attestaient qu'il n'était pas un prédateur. Il a récupéré son visa. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Je ne voulais pas qu'il perde en soi. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il obtienne gain de cause. Prochaine histoire. Je suis avocat de la défense. Mon activité se partage entre des clients privés et des contrats avec l'État lorsque le bureau du défenseur public a un conflit d'intérêts. Défendre des prédateurs d'enfants est particulièrement difficile lorsque les preuves sont accablantes mais que le client exige un procès. Parfois, ils le veulent parce qu'ils sont psychopathes. D'autres fois, parce qu'ils ont tellement honte qu'ils sont dans le déni. Il est plus facile de blâmer la victime, le jury, la police et les avocats que d'admettre avoir abusé d'un mineur. Mon travail n'est pas d'aimer mon client ni de mentir pour lui. Mon rôle est d'être un garde-fou. Si l'État veut envoyer un être humain mourir en prison, il doit le faire en respectant scrupuleusement la loi. Présenter ses preuves légalement, respecter les règles et prouver chaque élément de l'infraction. Quelle que soit la culpabilité de mon client, que l'État aille se faire voir s'il ne peut pas prouver ses accusations. Ils ont de leur côté l'opinion publique, des enquêteurs, des laboratoires de pointe, des technologies interactives, des experts, d'anciens procureurs devenus juges, des assistants juridiques et le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître. Histoire suivante. Je ne suis pas avocat, mais je travaille pour un juge en tant qu'assistant juridique. Je vois passer tellement de gens que, malheureusement, je commence à en reconnaître certains. Certains accusés ont 2, 3, voire 4 dossiers en cours simultanément.
Inutile de dire que nous sommes soulagés lorsque le procureur abandonne certaines charges en échange d'un plaidoyer de culpabilité. Nous avons aussi des accusés particulièrement difficiles qui ne respectent pas leur contrôle judiciaire, qui commettent de nouvelles infractions, qui ne se présentent pas au tribunal ou qui se déclarent citoyens souverains. Bien que je m'efforce de rester impartial, il est difficile d'assister à des procès où les gens sont manifestement coupables. C'est donc une satisfaction de voir le jury confirmer cette culpabilité par son verdict. Histoire suivante, je travaillais pour des plaignants dans des affaires de recouvrement de dettes de cartes de crédit. Oui, j'étais ce genre d'enfoiré. Un jour, nous avons poursuivi un homme pour 3 000 $. Il souffrait d'un cancer de la gorge et avait subi une ablation de la mâchoire. Il était dans un état lamentable. Avant l'audience, l'homme m'a expliqué qu'il avait cessé de payer quand sa femme l'avait quitté, incapable de faire face à sa maladie. Son église avait collecté 1 000 $ en liquide pour l'aider. Il a ajouté qu'il était insolvable, ce qui signifie qu'il est si pauvre que mon client ne pourrait de toute façon jamais récupérer l'argent. J'ai appelé mon patron avec sa proposition de 1 000 $ pour régler la dette, et il m'a répondu, je cite, « Je me fiche de sa mâchoire. Dites-lui 2 000 $ ou rien. » Le procès a été terrible. L'homme a fondu en larmes quand je l'ai forcé à admettre qu'il avait volontairement cessé de payer à cause de ses frais médicaux. Il était anéanti. J'ai eu une pitié immense pour lui, mais j'ai fait mon travail et j'ai gagné. Nous avons obtenu un jugement pour la totalité des 3 000 $. Pour information, notre client était un acheteur de créances qui avait racheté cette dette pour 200 par dollar, soit 60 $. Notre client a donc obtenu un jugement de 3 000 $, plus les frais, pour une dette payée 60 $, argent qu'il ne pourra de toute façon jamais recouvrer. Malheureusement, ce genre de scénario pathétique n'est pas rare. Histoire suivante, j'ai représenté une entreprise lors de conflits entre associés. Certains d'entre eux m'ont contacté avec un projet de rachat des parts d'un autre associé. Cependant, leur plan était en réalité un moyen de l'escroquer. Quand je les ai confrontés, ils ont avoué que leur intention était de lui faire accepter une offre pour ensuite le flouer. J'ai insisté pour trouver une solution équitable à l'amiable. Ils ont fait semblant d'accepter. Mais l'associé visé n'était pas prêt à partir sans négocier et mes clients étaient impatients. Ils m'ont donc renvoyé et ont engagé un autre avocat. Je connais cet avocat et je ne peux pas imaginer qu'il accepte de franchir une ligne éthique que j'ai refusé de franchir. Le plus triste, c'est que je respectais vraiment ces gens, mais eux n'avaient aucun respect pour moi ni pour leur partenaire. C'était répugnant. Suite, jamais. Mon éthique personnelle m'oblige à tout faire pour mon client, dans les limites de la loi. J'ai été avocat pénaliste et j'ai eu quelques clients que je trouvais moralement abjects, mais j'ai toujours réussi à leur offrir la meilleure défense possible. Je ne travaille plus dans la défense pénale, mais pas à cause de ces individus. Cela ne me dérangeait pas vraiment. J'ai simplement changé pour un domaine juridique mieux rémunéré. Prochaine histoire, fraîchement sortie de la faculté de droit, je travaillais comme avocat commis d'office. Mon client était un chauffard invétéré qui rendait les routes plus dangereuses pour nous tous. Il a eu un accident sans blessé, et la police a mis plus d'1 heure à arriver. Au procès, le procureur a cité des témoins bien intentionnés mais incroyablement confus. J'ai offert à mon client la meilleure défense possible en présentant le témoin principal comme étant peu fiable et en suggérant qu'il était possible que mon client, stressé par l'accident, se soit mis à boire après les faits pour se calmer. Mon client n'a pas témoigné et il n'y avait aucun moyen de prouver qu'il buvait avant l'accident. Il a été acquitté. Environ 1 mois plus tard, j'ai démissionné. Histoire suivante. 2 fois, alors que je n'étais qu'étudiant stagiaire, je me suis retrouvé au tribunal face à un homme sur l'ordinateur duquel la police avait trouvé des images pédopornographiques. Je souhaitais qu'il aille directement en prison. Une autre fois, je travaillais à la clinique juridique pro bono de mon université. Nous avons reçu une demande d'un prédateur déjà condamné
qui voulait que nous réexaminions son dossier pour faire appel de la durée de sa peine. J'ai mené un entretien en prison avec lui et mon superviseur. Ce fut l'une des expériences les plus surréalistes de ma vie. À ma grande surprise de jeune homme naïf de 20 ans, il était poli et sympathique. Il m'a fallu beaucoup de temps pour concilier ses sentiments avec les crimes que je lui savais avoir commis. Heureusement, nous n'avons pas pu donner suite à sa demande. À l'opposé, lors d'un stage dans un cabinet pénal, j'ai rencontré un accusé, vétéran britannique ayant servi en Irlande du Nord. Devenu toxicomane, il était tombé dans un cycle de criminalité et souffrait manifestement de stress post-traumatique. Il comparaissait pour coups et blessures. Pour une raison que j'ignore, je me suis retrouvé seul avec lui dans une salle d'entretien. Je n'oublierai jamais comment il s'est effondré et m'a raconté qu'il savait que sa vie était hors de contrôle, mais qu'il n'arrivait pas à briser ce cycle. Il pleurait en disant combien il aurait aimé ne pas être de retour ici et comment il avait vu sa vie entière se détruire. Je ne savais ni quoi dire, ni quoi faire. Mais j'espère de tout mon cœur qu'il a fini par recevoir l'aide dont il avait besoin. Ces expériences combinées ont suffi à me dissuader définitivement d'exercer le droit pénal. Histoire suivante. Une cliente avait obtenu une ordonnance de protection contre son ex-mari. Celui-ci souhaitait simplement récupérer ses affaires, accompagné d'une escorte policière pour éviter tout problème. Le mari a donc déposé une requête en ce sens, et mon rôle était de m'y opposer. Il aurait été tellement plus simple de crever l'abcès une bonne fois pour toutes, mais ma cliente insistait pour lui rendre la vie aussi difficile que possible. J'ai obtenu gain de cause, mais uniquement parce que le juge a suggéré un arrangement logistique fastidieux pour les deux parties. J'ai eu beaucoup de peine pour cet homme. Il voulait juste récupérer ses affaires, et mon rôle était de m'opposer à lui pour une chose aussi simple. Prochaine histoire, je suis avocat pénaliste au Royaume-Uni. J'ai défendu un homme qui avait tué son propre nouveau-né parce qu'il pleurait trop. Il l'avait littéralement projeté contre un mur. À l'époque, j'étais moi-même un jeune père. Je voulais que cet homme écope d'une peine très lourde. Le jury l'a reconnu coupable de meurtre et l'a condamné à 14 ans de prison. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas afficher ma satisfaction. Des faits presque identiques se trouvent dans l'affaire R. V. Woolin, 1999, 1 AC 82, en 1998. Une lecture qui vous fera vous sentir mieux si jamais vous doutez de vous-même. Histoire suivante. Je suis avocat de la défense. J'ai eu un client qui avait commis un triple homicide et qui s'en est vanté dès notre premier entretien. En préparant l'affaire, face à une tonne de preuves et au moins 6 témoins oculaires d'une fusillade dans un restaurant, j'ai décidé de ne pas faire de mon mieux. Il a perdu son procès et a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il a écopé de 2 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Honnêtement, au fond de moi, je suis heureux qu'il soit derrière les barreaux. Oui, c'est toujours réconfortant d'entendre que les valeurs personnelles et la morale l'emportent. Bravo, OP. Suite, en tant que défenseur public, on a souvent des clients qui ont accumulé 6 dossiers complexes distincts, en plus d'une violation de probation, et qui insistent pour aller au procès pour chacun d'eux. Non par souci de justice, mais simplement pour compliquer la vie de tout le monde. Ils vous prennent un temps considérable que vous pourriez consacrer à des affaires plus sérieuses. Comprenez-moi bien, ils ont droit à une défense, et je fais tout ce que je suis éthiquement tenu de faire. Mais lorsqu'un client de ce genre s'obstine, j'espère secrètement qu'il violera sa probation, en ne se présentant pas à son agent ou en échouant à un test de dépistage. Car la sanction qui en découle est souvent plus sévère que celle qu'il encourt pour ses délits mineurs, ce qui le convainc généralement de tout régler d'un coup. Histoire suivante. Je ne suis pas avocate. Quand j'étais en CM1, mes parents se sont disputés ma garde. Je ne sais pas qui a commencé, car ils se rejettent encore la faute aujourd'hui. J'ai maintenant 17 ans. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais je me rappelle le moment où je devais parler seul avec le psychologue du tribunal. Avant que j'entre, ma mère m'a fait répéter ce que je devais dire, comme pour une récitation.
Quand je disais « Maman crie toujours très fort sur papa », elle me reprenait « Non, ne dis pas ça comme ça sonne bizarre ». Elle m'a aussi demandé si je me sentais en sécurité à la maison. J'ai répondu non à cause de tous ces cris. Elle m'a alors hurlé dessus. Elle m'a manipulé et a pris 14 000 $ sur mon compte en fiducie pour financer le procès. Et elle a gagné. Je n'ai pas vu mon père pendant des années. J'ai déménagé de chez elle il y a 1 an et demi. J'aurai 18 ans le mois prochain et j'ai hâte de pouvoir enfin consulter les documents judiciaires. Je les déteste tous les deux pour ce qu'ils m'ont fait endurer. Les 6 années de violence psychologique qui ont suivi avec ma mère m'ont détruite. Je pleure encore quand j'entends des bruits forts. Je ne me sens jamais assez bonne en rien, car elle m'a toujours répété que je ne l'étais pas. J'ai commencé à voir un psychologue, ce qu'elle m'avait toujours interdit. La cruauté des gens au tribunal peut être pire en dehors. Ma mère m'a manipulé pour que je mente, a gagné un procès et m'a maltraité mentalement jusqu'à ce que je m'enfuis à 16 ans. L'histoire suivante. Mon ami est avocat. Il travaillait sur une affaire contre une entreprise accusée d'avoir causé une intoxication alimentaire à une famille. Il m'a dit que cette famille était connue pour monter des arnaques à l'assurance. Cependant, cette fois-ci, il pensait que leur dossier était solide. Lors d'un entretien, il leur a demandé de quelle entreprise il s'agissait. La mère a donné un nom, tandis que le père en a donné un complètement différent. Au tribunal, sans le faire exprès, mon ami a soulevé cette contradiction, ce qui leur a fait perdre le procès. Histoire suivante. Ce n'était pas une affaire que je voulais perdre, mais j'aurais aimé disparaître sous terre. Je travaillais en droit de la famille. Dans un dossier, je devais expliquer à une petite fille que le juge allait lui demander de choisir avec quels parents elle voulait vivre. Pour simplifier, je lui ai dit « Pense à la personne avec qui tu t'amuserais le plus. Par exemple, moi, j'aime le patin à glace. Qui t'emmènerait faire du patin à glace ?» Devant le tribunal, lorsque le juge a demandé à la fillette avec qui elle voulait vivre, elle m'a pointé du doigt en disant « Je veux vivre avec cette dame. Elle fait du patin à glace. » J'ai senti le regard de mon patron me brûler la nuque. J'ai prié pour que le sol s'ouvre et m'avale. Histoire suivante, j'étais avocat pour une grande compagnie d'assurance, et cela m'arrivait tout le temps. Souvent, les faits montraient que notre assuré était en faute, mais l'expert en assurance insistait pour qu'on conteste quand même. Je devais donc aller au procès, sachant que nous allions probablement perdre. 2 cas m'ont marqué. Dans le premier, je défendais un conducteur qui avait percuté des enfants en prenant un virage trop vite. J'ai dû argumenter que leurs blessures n'étaient pas si graves, car ils n'avaient pas de fracture. Dans l'autre, je défendais notre propre assuré, victime d'un délit de fuite. L'autre conducteur était sous l'emprise de la drogue. Comme il n'avait pas d'assurance, notre cliente avait besoin que nous, sa propre compagnie, payions ses frais médicaux. On m'a ordonné de m'opposer à elle par tous les moyens. Accident mineur, facture gonflée, elle est jeune, elle s'en remettra. Tout cela m'a fait un mal de chien. La bonne nouvelle, c'est que je suis désormais du côté des plaignants et je suis beaucoup plus heureux. Histoire suivante. Il s'agissait d'une assurance vie. La mère qui l'avait souscrite avait commis des erreurs qui avaient entraîné l'expiration de sa police d'assurance. Quelques années plus tard, elle est décédée d'un cancer foudroyant. Sa succession a poursuivi la compagnie. Juridiquement, ils avaient tort, et ma cliente, l'assureur, avait raison. Elle ne méritait pas de payer 1 million de $. Mais la défunte avait de jeunes enfants et un mari handicapé avec un petit salaire. Finalement, nous avons conclu un accord pour un montant bien plus élevé que prévu. La compagnie d'assurance s'est montrée compréhensive. C'était une affaire triste à tous points de vue. L'histoire suivante, je défendais un homme qui avait violemment battu sa petite amie. L'affaire était perdue d'avance. Le procès portait plus sur la peine que sur la culpabilité. Pourtant, le jury a délibéré très longtemps. Et le verdict est tombé, non coupable. J'étais stupéfait. Je me suis dit que je devais être un avocat exceptionnel. Mais non.
Après le procès, nous avons appris qu'une des jurées avait refusé de le condamner contre toutes les évidences. Elle a demandé à rencontrer mon client. Elle avait eu le coup de foudre pour lui en le voyant dans le box des accusés. J'ai refusé de les mettre en contact, mais j'imagine qu'elle l'a retrouvé plus tard. J'espère que non. Ce type était une bête. Histoire suivante. Un de mes clients, le défendeur dans une affaire de rupture de contrat, avait modifié verbalement plusieurs clauses, ce qui avait coûté des millions aux plaignants. Au moment du dernier paiement, mon client a refusé de payer, prétextant que les modifications ne devaient rien coûter. Le plaignant était un vieil homme honnête qui dirigeait une entreprise familiale. Mon client était arrogant et méprisant. L'affaire s'est réglée à l'amiable. Mais cette histoire m'a marqué. Quand on est jeune avocat, on a un certain idéalisme. Plusieurs années plus tard, on réalise que chaque affaire est un coup de poker. Histoire suivante, je travaillais en propriété intellectuelle et je gérais un client qui était un squatteur de marques. Il déposait des marques internationales connues à son nom en Inde. Dès que l'entreprise légitime tentait de s'implanter, il la poursuivait pour vol, puis lui revendait la marque à un prix exorbitant. En plus d'être un escroc, c'était un crétin prétentieux qui nous harcelait à toute heure. Je me détestais d'être son avocat. Suite de l'histoire, même lorsqu'on défend une entreprise accusée de fabriquer un produit dangereux ou un parent indigne, il est essentiel d'avoir des avocats compétents et investis des deux côtés. C'est la seule façon pour que le système fonctionne. Et si quelqu'un n'aime pas ça, il ne devrait pas travailler dans ce domaine. D'ailleurs, en Californie, et sûrement partout ailleurs, une loi interdit à un avocat de signer une déclaration qu'il sait être fausse sous peine de sanction. CCPS 128.7. Histoire suivante. Et que dire des avocats en assurance dommages? Leur seul travail consiste à faire économiser quelques dollars à une compagnie d'assurance milliardaire au détriment d'une personne qui a eu le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, parce que quelqu'un d'autre regardait son téléphone au lieu de la route.